Bonjour, si vous nous rejoignez, vous faites bien. C'est l'instant débat sur SICA, votre émission Angle de vue. En Centrafrique, la Cour constitutionnelle a dévoilé mardi le nom des candidats retenus pour le scrutin du 27 décembre. En liste pour la présidentielle, 30 candidats. L'ancien président François Bozizé n'y fait pas partie donc. Son dossier a simplement été invalidé. Présidentielle du 27 décembre, sans Bozizé, l'alternance démocratique ainsi assurée en Centrafrique. Nous verrons dans quelques minutes le débat. Nous serons ensuite en escale à Niamey au Niger. La Cour de cassation a tranché. Ama Amadou reste en prison. Sa demande de liberté provisoire a été rejetée par le juge. Rejet de la demande de mise en liberté provisoire de Ama Amadou. Le sort du candidat à la présidentielle a jamais scellé. Nos invités nous feront part tout à l'heure de leurs opinions sur la question. Mais avant, le flash d'information. En Tanzanie, le président John Magufuli, comme il en avait fait la promesse lors de sa campagne électorale, a rendu publique la liste de son gouvernement. Une équipe très serrée de 19 membres en opposition à celle du régime défunt, fort de 50 ministres. Au Rwanda, on attend de pied ferme le transfèrement de l'ancien génocidaire Ladislas Ntagazwa. L'un des 9 accusés encore recherchés par le TPIR, le tribunal pénal international pour le Rwanda, n'est plus libre de ses mouvements. Il a été arrêté en République démocratique du Congo. Au Burkina Faso, une nouvelle unité succède à l'SRSP, le régiment de sécurité présidentielle. Sa dénomination, le groupement de sécurité et de protection républicain. Il est opérationnel et assure désormais la sécurité du président burkinabé et de certaines hautes personnalités. Depuis mardi, en Centrafrique, les électeurs ont une idée claire des différents candidats à même de mériter le suffrage pour le scrutin du 27 décembre prochain. Sur la quarantaine de noms, 30 sont en lice. François Bozizé n'y figure pas. L'ancien président a été disqualifié par la Cour constitutionnelle. Présidentielle du 27 décembre, sans Bozizé, l'alternance démocratique ainsi assurée en Centrafrique. L'analyse de nos invités juste après ce générique. Deux invités sur ce plateau, Ahmed Almeida, journaliste accrédité au Parlement béninois et chef bureau régional du quotidien béninois d'information Le Progrès. Ahmed Almeida, bonjour. Bonjour. Également, à mes côtés, Arémé Choubaré, qu'on ne présente plus, journaliste éditorialiste, directeur de publication du quotidien béninois d'information Le Nokwe. Arémé Choubaré, bonjour. Oui, bonjour Joël, je sais pas Choubaré. Hein, Choubaré. D. Oui. Ah, le D, ok. Voilà. D, bonjour Joël, bonjour. Bonne tonalité tout de même. Bonjour à vous, donc merci de répondre à notre invitation. Ahmed Almeida, je me retourne vers vous. Que vous inspire cette exclusion, celle de François Bozizé? Non, mais la décision de la Cour, selon moi, c'est vraiment une surprise. Parce que Bozizé a déjà géré ce pays, a été gouverné plusieurs fois déjà, un centrafricain. Maintenant, la Cour n'a pas donné les raisons qu'il a certainement menées à le regarder. Mais on voit un peu la main de la France, certainement qui ne voulait plus de Bozizé. La France, aujourd'hui, vous comprenez que la France est en train de jouer plusieurs cartes en Afrique francophone. Bien sûr, en Afrique francophone, parce qu'en Afrique anglophone, ça ne marche pas. Et là, je peux dire que je vois personnellement la main de la France qui ne voulait vraiment pas de Bozizé. Et puisque la France maîtrise nos cours constitutionnels, c'est un peu dommage. On n'est pas vraiment libre. La France maîtrise nos cours constitutionnels. La France ne siège pas au niveau des cours constitutionnels françaises, non, africaine, je veux dire. Non, la France ne siège pas, mais la France contrôle nos cours. Vraiment? Oui, parce que c'est le blanc. Vous en savez des choses. Vous allez nous en dire un peu plus au fur et à mesure de l'évolution de cette émission. Je me retourne vers Arémé Choubaré. Invalidation de la candidature de Bozizé, une surprise aussi pour vous? Oui. Omer ne croit pas si bien dit, c'est pas possible. C'est pas possible? Non, nous sommes dans un processus de paix. Hein? Je ne connais pas la légitimité de cette Cour. Normalement, les candidatures, c'est la médiation qui gère ces problèmes-là. Ce n'est pas une institution qui n'a plus de légitimité, une institution sous une transition qui se permettent de faire la paix. C'est pas possible. Vous le savez très bien, en période de transition, il y a toujours des institutions pour conduire la transition. Et oui, parlant d'institutions, on ne peut pas bannir la Cour constitutionnelle. C'est dans un dialogue politique qu'on parle des candidatures. Ce n'est pas parce que... Invalidation ne rime pas avec absence de dialogue, non. On a toujours vu, même dans des démocraties les plus apaisées,
on ne retient toujours pas les candidats. Tout à fait. Dans une démocratie apaisée, vous avez dit. Ah oui. Je ne sais pas quel régime vous attribuez aujourd'hui au Centrafrique. Aujourd'hui, le régime en Centrafrique, c'est les obus. Que vaut cette décision devant un obus? Dites-moi si... Mais les arguments ont été avancés. Est-ce que Bozizé connaissait ces raisons-là? La Cour constitutionnelle de Centrafrique peut arrêter les armes? Ça, c'est autre question. Nous sommes sous le régime... La Cour constitutionnelle a bien matelé, noir sur blanc. Nous sommes... Non, je veux Il pas se trouve revenir. que Bozizé n'a pas pu s'inscrire. Non, moi je veux pas parler... Mais un candidat qui n'a pas pu s'inscrire, comment peut-il être candidat? Je ne veux pas parler des cours constitutionnels. On peut prendre Non, on ne fait pas un débat des cours constitutionnels. Mais l'une des raisons avancées par la Cour constitutionnelle, est-ce qu'elle ne tient pas la roue? Non. Bozizé n'est pas parvenu à s'inscrire. Comment peut-il être candidat sans s'inscrire sur une liste? On ne peut pas être dans un processus de paix et laisser des individus, parce que c'est des individus, décider du sort de toute une nation. Ce n'est pas possible. Soit c'est dans le cadre de la négociation, dans le cadre du dialogue inclusif qu'on décide de qui va être candidat, de qui ne va pas être candidat, des critères, et les protagonistes savent très bien qui ne seront pas candidats. Mais maintenant, si on est dans le processus de paix et on dit à une institution qui peut-être, parce qu'en ce moment la Cour se place au-dessus des négociateurs, alors donc pourquoi avoir commencé un processus de dialogue? Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire où on a exclu quelqu'un de la course. 10 ans plus tard, 10 ans, 20 ans plus tard, ce sujet est toujours d'actualité. 10 ans, 20 ans plus tard, ce sujet est toujours d'actualité. Et vous avez vu une Cour constitutionnelle déclarer quelqu'un gagnant et le lendemain déclarer un autre gagnant. Donc je ne peux pas comprendre. Ça, c'est des erreurs qui arrivent et qu'il faut corriger au fur et à mesure. Soit on ouvre un dialogue, puisque Bozizé est parti au dialogue. Donc on devait pouvoir le convaincre, dans le cadre du dialogue, que sa candidature n'était pas, comment on appelle, opportune. Mais on ne peut pas laisser son sort entre les mains de certains individus. Mais dites à Rémi, rien que pour Bozizé, ils sont une dizaine laissés en rade. Est-ce que rien que pour Bozizé, il faut repousser l'échéance? Non, mais Bozizé, c'est quand même une figure emblématique de la crise en Centrafrique. Ce n'est pas une dizaine de gens qui ont mis le feu dans ce pays-là. Vous avez suivi au Libéria, je me souviens, on dit, il a tué mon père, mais je vote pour lui. Parce que pour avoir la paix, il a fallu que les gens installent Charles Taylor au pouvoir avant, plus tard, de le débarquer dans les conditions que vous savez. Mais on ne peut pas, dans le cadre d'une négociation, comment l'appelle-t-on, installer un processus de paix, et puis après, dire qu'il y a des institutions, je ne sais même pas quelle est leur légitimité. Est-ce parce qu'ils ont des diplômes en droit, ou c'est pas une carrière judiciaire, ils sont au-dessus de la négociation de paix? Je ne comprends pas. Je ne peux pas. Moi, je veux très bien qu'on exclue Bozizé, mais que ce soit dans le cadre du dialogue politique qu'on a engagé. Dans ce cadre-là, on peut le convaincre de ne pas se présenter. Vous avez vu ce qui s'est passé à Madagascar lorsqu'il fallait régler les questions de candidature. Les questions de candidature ne peuvent pas être gérées par des institutions illégitimes. Il faut avancer, Obed D'Almeida, soyons un peu réalistes et observons que le temps joue contre la Centrafrique et la Centrafrique a besoin de stabilité et des efforts sont faits dans ce sens-là. Comme je le disais tout à l'heure, il n'a pas été seul, Bozizé, à être laissé en rade. Est-ce que, rien que pour la paix aussi, au nom de la paix, il ne faut pas demander à Bozizé de faire comme les autres laissés en rade, de prier et d'accompagner le processus de paix? Il pourra revenir après, pourquoi pas, lorsqu'il y aura une équipe en bonne et due forme, démocratiquement élue. Oui, mais vous comprendrez avec moi que Bozizé fait partie de problèmes de Centrafrique. Le problème que vit aujourd'hui le pays, Bozizé, c'est un acteur politique. Et la guerre dont nous parlons aujourd'hui, la guerre qu'on mène aujourd'hui en Centrafrique, Bozizé est l'acteur. Et la France, tout à l'heure, j'ai accusé la France parce que la France file les ficelles. La France est dans l'ombre en train de gérer. Mais là-dessus, vous n'en avez pas la preuve. Non, mais ça a été toujours comme ça. Est-ce que vous ne voyez pas que même le dialogue dont nous parlons, qu'il a organisé, la France est restée toujours derrière ça. Et c'est la France qui ne voulait pas de Bozizé. Du coup, c'est vrai que le pays, les populations ne sont pas d'accord, mais les gens n'arrivent pas à comprendre que Bozizé est écarté. Pour quelles raisons la Cour constitutionnelle même n'est pas en mesure, n'a pas été en mesure non, ne dites pas ça. La Cour a avancé des raisons. L'une d'elles, non. Un candidat qui ne parvient pas à s'inscrire, est-ce qu'il est candidat? Vous êtes candidat, vous ne vous inscrivez pas. On va voter pour vous comment? Est-ce que ça ne tient pas? Mais plus loin, il y a l'accord de Libreville qu'on ne peut pas oublier. En tout cas, c'est la Cour qui l'avance. Avec l'accord de Libreville, en principe, Bozizé est supposé ne plus se présenter comme candidat. Mais les gens n'ont pas réussi à le convaincre.
Parce que le gars a dit, au cours de la il a dit, je serai candidat. Le gars maintient sa position. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais est-ce que c'est parce que vous maintenez votre position que la Cour doit valider votre candidature? Bon, c'est trop facile, ça. La Cour doit rester un peu neutre. Là, il n'y a pas de la neutralité, là? Non, pas trop. La Cour a pris parti. La Cour devait laisser tout le monde aller à la compétition. Oh, que le meilleur... Un foutu? Bon, en quelque sorte, des fois, on est obligé, pour la paix du pays, on est obligé. Aujourd'hui, maintenant, le problème, demain, le problème est encore entier. Bozizé, c'est un rebelle. Bon, je peux m'exprimer ainsi, mais ne pas maintenant associer Bozizé, c'est encore notre problème qu'on est en train de causer doucement. Et c'est ça qui arrange la France. Ben, la France veut des difficultés pour vendre les armes, pour envoyer les armes dans le pays. Vous ne trouvez pas le contraire? Tchoto Dia déjà à la touche, Bozizé qui désormais le rejoint. Est-ce que ça ne peut pas aider? Ça va encore amener de problèmes. C'est ça qu'il faut éviter. La Cour devait voir mieux. La Cour devait réfléchir autrement pour éviter ça. La guerre, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça termine. Mais pour au moins la démocratie, la paix de ce pays-là, il faut laisser tout le monde compétir. Allez à la compétition, on verra le gagnant. Mais je dis, la France est derrière ça. C'est la France qui est derrière ça. C'est pour France derrière ça. C'est vrai que l'homme aussi l'a matelé. Sinon, les militants du parti KNK l'ont matelé plus d'une fois. Ne s'agit-il pas là de simple alibi? Non, tout le monde connaît les intérêts français en Centrafrique. Tout le monde connaît l'affaire des diamants. Hein. Si un pays comme le Bénin est tranquille relativement, c'est parce qu'il n'y a pas une mine sauvage quelque part qu'on peut aller extraire en quelques 24 heures. Mais en Centrafrique, vous connaissez très bien le circuit du diamant. Même les Tchoto Dia, tout le monde sait comment on les a fabriqués. Du jour au lendemain, on les a vus s'installer au Palais de la République face à une armée organisée. Et jusque-là, personne n'a jamais pu dire comment ils ont eu les financements, comment ils ont eu les armes, etc. On a les affaires, les diamants en Centrafrique ont même constitué une affaire d'État en France où on a su qu'il y avait un président qui se faisait arroser copieusement par un chef d'État en Centrafrique. Tout ça, on le savait. Et vous avez suivi les différentes mutineries qui ont eu lieu en Centrafrique sous différents régimes. Je ne sais pas quel est le régime en Centrafrique depuis l'indépendance qui n'a jamais pu gouverner sans problème et sans l'intervention plus tard de la France. C'est un classique, un grand classique. Le Centrafrique a du diamant, a d'autres minéraux et un État fort qui contrôle tout ça, ça ne permet pas de faire des trafics et tout le monde sait ça là. Donc on ne va pas revenir. Et vous savez très bien que oui, le procès de la France, c'est pas de, comment vous appelez, c'est pas du fantasme, comme dirait quelqu'un, c'est pas du fantasme. Et vous devez comprendre que les pays francophones d'Afrique constituent quand même un problème pour l'Afrique. Comment ça se fait? Et il se trouve que tous ont en commun un même colonisateur, une même monnaie qu'ils ne maîtrisent pas, mais qu'ils utilisent quand même. Et aujourd'hui, vous avez vu la CEDEAO, hein, quand ça a commencé par devenir un instrument d'intégration et avec peut-être la montée en puissance du Nigeria, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons créé, enfin pas créé, nous avons, tout le monde s'est rabattu sur l'UEMOA, hein, et puis on a tout fait pour casser la dynamique CEDEAO par l'UEMOA. Et ça c'est connu. Et l'UEMOA qui contrôle ça? C'est le CFA, bon, moi je ne veux pas rentrer dans... Oui, non, revenons en Centrafrique, mais constatez que si Bozizé est hors course, il y a quand même un autre acteur, pas des moindres, qui est de la course, ancien Premier ministre. Je vais parler de Martin Ziguélé. Est-ce que là, ce n'est pas la preuve patente de ce qu'il n'est pas question d'une politique de poids, de mesure, mais de raisons conséquentes qui jouent contre Bozizé? Non, ma logique est claire. Hein. Pour la question de candidature, ça doit être dans le dialogue politique. Ce n'est pas une institution, je suis désolé. Mais que faisons-nous? Vous demandez à ce qu'on oublie alors le scrutin du 27 décembre? Non, aujourd'hui, ils sont en guerre. Il y a scrutin ou pas. Je ne sais pas, d'ici le 27 décembre, personne ne sait ce qui va se passer. Ce n'est pas évident qu'il y ait le scrutin, même s'il y a le scrutin. Ce n'est pas évident? Oui, ce n'est pas évident. Et pourquoi? Mais il y avait même... Mais des efforts sont faits. Attendez, il continue d'être faits. Vous avez oublié qu'il y avait eu à plusieurs reprises des présidents élus, et malgré ça, ils ont dû perdre le pouvoir. C'est-à-dire à quoi bon aller gagner même une élection alors que 1 an, 2 ans plus tard, il y a quelques fous habillés qui vont vous chasser du pouvoir, où vous allez connaître des mutineries à n'en point fini. Il fallait toujours l'intervention de la France pour maintenir quelqu'un au pouvoir. Donc, Omer, vous pensez qu'on va vers l'élection d'un pouvoir éphémère, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr, c'est ce qui va se passer. Bozizé va retourner au maquis. Il va retourner encore.
Et il va il est en exil, il est interdit de voyage, vous le savez très bien. Comment va-t-il regarder le maquis? Les gens là, ils ont plusieurs tours. Malgré ça, il a fait sa remontée, il s'est installé au pouvoir. Les choses ont changé. Il est obéi pourtant. La sécurité, maintenant, c'est du sérieux. On a vu les Adam Meskin et tout, que le Bénin... Mais c'est avant ça. Ah ben oui, mais c'est l'histoire de la Centrafrique. On ne peut pas aujourd'hui faire la paix et occulter cette partie. Et c'est, comment vous appelez, aujourd'hui c'est un grand classique de l'interventionnisme français, la Centrafrique. C'est le condensé de tout ce qu'on peut connaître comme l'interventionnisme. On ne les gère même pas comme un État. On les gère comme des peuplades attardées qu'on manipule à tout moment. Ce n'est pas des diplomates qui gèrent la Centrafrique. Hein? C'est des marchands d'âmes et des commerçants. Et vous comprenez que à tout moment, ça peut exploser. Et le Bénin n'est pas si loin. En tout cas, les Centrafricains fatigués de ce qui se vit au quotidien vont peut-être opérer le miracle. On peut le souhaiter pour la Centrafrique. Pour l'instant, constatons. Ils n'ont jamais été des acteurs de ce drame-là. Bon, pour l'instant, constatons qu'il y a 30 candidats en lice. 30. Et vous les avez vus. Un ensemble de ministres, au moins dans le lot des 30, on compte au moins 12 qui ont été une fois déjà aux affaires. Et on a aussi des figures qui ne sont pas du tout connues de la scène politique centrafricaine. Comment peut-on espérer cette suite-là? Est-ce que ça ne peut pas jouer dans la balance pour une redistribution de la carte politique en Centrafrique? Oui, c'est le énième départ en Centrafrique. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est le énième départ. Vous êtes trop pessimiste pour la Centrafrique? Non, c'est pas... Mais, prenez l'histoire de ce pays depuis, je ne sais pas, Boganda. Mais il va falloir tourner la page un jour, non? Ils ont même été un empire en temps. Hein, puis vous avez vu. Tout ça, c'est loin derrière la Centrafrique. Centrafrique, empire, c'est bien loin. Ah, Patassé, c'était loin. Bozizé, c'était loin. Djotodia, c'était loin. Mais comment l'appelle-t-on? C'est l'histoire de ce pays qui se déroule de ce genre-là. Parce que l'instabilité profite à tous les marchands, tous les pillards qui... Ne pensez-vous pas que si les Centrafricains décident eux-mêmes de changer la donne, que ce soit bien possible? Non, ils ont toujours été des figurants. Hein. Vous avez vu l'islam contre le christianisme, deux religions qui ne sont même pas... dont les Centrafricains n'en savent pratiquement rien. Ils se tuent pour des religions qui ne leur appartiennent même pas. Vous pensez que c'est... parce qu'on a dû monter de toutes pièces ces genres de problématiques pour occuper les gens. Mais le vrai drame de la Centrafrique, c'est ailleurs. C'est le pillage des ressources de ce pays-là. Il n'y a pas d'autre... Depuis leur indépendance, bien avant l'indépendance, ils ont toujours été dans la violence. Et donc, c'est maintenant qu'on a dit qu'on fait la paix, on est dans un dialogue, on sort du dialogue, on installe une institution. Je ne sais pas de quelle légitimité, je ne sais pas si ce sont comment on appelle, les coupeurs de bras ou les tueurs qui les ont installés. Je dis, est-ce que cette décision de la Cour constitutionnelle est capable d'amener la paix en Centrafrique? Et vous y répondez quoi? Non, mais à vous de répondre, puisque vous y tenez tellement à votre décision de la Cour constitutionnelle. Non, c'est une décision, reste une décision. Et il faut une institution pour conduire la transition. Elle en est une. Donc il faut respecter ce qui se joue tout au moins. Mais Omer Dalbeida, 30 candidats en lice avec de nouvelles figures. Il y en a aussi qui étaient hier aux affaires. Est-ce que déjà là, on ne peut pas espérer que quelque chose puisse être joué le jour J? Non, c'est juste une promenade. La France a déjà son candidat dedans. Hein. Et c'est le candidat de la France qui va sortir. C'est juste une promenade. C'est la France qui mène le jeu. Dès que la CAM ne va pas se retrouver, il va encore mener la rébellion. Il va rester de très loin et activer la rébellion. C'est tout. Tant que la France ne va pas se retirer de l'Afrique, on n'aura jamais la paix. Non, mais quand on dit ça, il ne s'agit pas là d'injures aux Africains. Les Africains sont mûrs pour décider de leur sort. La France n'existe pas. Sans l'Afrique et sans les ressources de l'Afrique, la France n'existe pas. Et vous le savez. Et il va falloir un jour faire la démarcation. Malheureusement, ils ne veulent pas entendre ça. On parle de la rupture France-Afrique. De quelle rupture on parle? Ça continue toujours. Hollande en a parlé. Mais aujourd'hui, qui mène la guerre au Centrafrique? C'est encore les Français qui mènent ça en sourdine. Et nous, la CEDEAO ne peut même rien dire. Parce que la CEDEAO n'a pas les moyens de sa politique, malheureusement. Alors, il faut laisser tout le monde aller à la compétition. C'est que la France a son candidat parmi les 30. Et vous allez voir, suivez bien mes regards. Et c'est lui qui va bien sûr, votre regard, vous voyez qu'il a du lot. Non, ce n'est pas moi de le dire. C'est pas moi. Mais la France a son candidat dedans. Et c'est lui qui va sortir. Tant qu'il ne va pas sortir, ils vont toujours faire la guerre. Et ce qui n'arrange même pas malheureusement la population. C'est triste. Pour ceux qui en mettent tous les jours, c'est triste. À cause des intérêts des Yovo,
nos populations meurent tous les jours. C'est quoi, vous? Les Français. Eh bien, c'est les Français. L'Afrique n'a qu'à se retirer de l'Afrique pour nous laisser la paix. Dieu a voulu que ce pays ait des richesses. Mais Dieu a voulu que la France n'ait pas de richesses. C'est pas grave. Mais on peut vivre sur la fiscalité. Non? Le Bénin a vu si le Bénin, si nous avons la paix, c'est parce qu'on n'a pas de ressources. Et bientôt, la France aussi va encore nous imposer un candidat. S'il vous plaît, mais quand on mène le débat comme ça, à bon droit, on peut se demander, mais alors, à quand l'indépendance des Africains? Les Africains eux-mêmes, est-ce qu'on peut dire que ce sont des gens sans cervelle? Parce qu'à côté, tout le temps, le débat qui se mène, on dit les pays colonisés par la France sont toujours à la traîne, sont portés dans les moindres décisions prises. Là, on ne comprend plus. Une démission collective de cette Afrique-là? Non, il n'y a pas une démission collective de cette Afrique. Non, c'est vrai que quelque part, il y a une part de vérité dans ce que vous dites. Parce qu'aujourd'hui, ce débat dépasse le cadre francophone. Il faudrait que les autres Africains prennent... vous savez, l'Afrique du Sud ne pourrait pas sortir de l'apartheid sans toute l'Afrique. Les Sud-Africains, tout seuls, face à l'apartheid, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Il a fallu la mobilisation de toute l'Afrique et même au-delà pour vaincre l'apartheid en Afrique du Sud. Donc aujourd'hui, c'est une question de tout le monde. Il faudrait que l'Union africaine prenne des mesures pour... On ne peut pas faire de l'intégration en Afrique avec des pays qui utilisent une monnaie qui appartient à un étranger à l'Afrique. Ce n'est pas possible. Autant aller discuter directement avec la France de l'intégration plutôt que de discuter avec les États francophones qui ne maîtrisent même pas leur économie. Et si ce débat-là n'est pas fait par les médias africains, je ne sais pas qui va le faire. L'Union africaine peut prendre des mesures radicales et exclure par exemple tous les pays qui utilisent le CFA. Parce que c'est une monnaie de coloniser. On ne peut pas continuer en plein... Est-ce que vous connaissez qu'on appelle sur la planète une zone monétaire où 14 États utilisent une monnaie qui ne leur appartient pas? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est un débat qu'on essaie d'occulter. Mais je crois qu'aujourd'hui, moi je vois tous les efforts de la ministre Zouma qui a sorti un nouveau concept sur 50 ans, agenda 2063, et qui part de 2013 à 2063 sur les 50 prochaines années en Afrique. Mais je ne vois pas comment elle peut aboutir avec 14 États en sourcing qui utilisent une monnaie qui ne leur appartient pas. C'est impossible. À moins qu'on fasse l'intégration en laissant en rade ces pays, espérant qu'un jour, quand ils vont se mettre en règle, ils vont rejoindre le gros de la troupe. Mais l'Union africaine peut prendre des mesures assez fortes et exclure carrément tous ces pays. Et parlant de mesures au niveau de la Centrafrique, l'inquiétude aujourd'hui s'appelle Bozizé. Et si c'est la France qui est derrière la situation que vit actuellement la Centrafrique, ou plus précisément Bozizé exclu, est-ce qu'on ne peut pas, au nom de la paix, de l'amour pour la paix, de l'amour pour la Centrafrique, demander alors à Bozizé de se retirer calmement? J'espère qu'il vous écoute. Non, c'est une question que je pose. Non, moi je ne sais pas. Il était... Mais quand on aime son pays, tous les sacrifices ne sont-ils pas permis? Il était dans un combat. Il sait pourquoi il fait son combat. Il le fait... C'est pour la patrie, a-t-il dit? L'amour de la patrie. Oui, il est mieux placé que nous autres pour connaître les intérêts de son pays. Moi, je ne suis pas centrafricain. Et lui, il est acteur de la crise. Il connaît plus que nous les intérêts de Centrafrique. S'il estime que ce procédé par lequel, peut-être qu'il se sent le représentant d'un certain nombre. Vous savez, il n'est pas arrivé au pouvoir du jour au lendemain. Il était, je crois, ministre de la Défense. Après, il a pris le maquis. Et puis après, il est revenu au pouvoir. C'est vrai, mais nul n'est indispensable, non, Arribi? Non, moi, je ne suis pas à sa place. C'est lui qui connaît le sens du combat qu'il est en train de mener depuis des années. On ne va pas lui dire du jour au lendemain de mettre une croix sur tout ça, juste parce que certains petits malins, sans légitimité, lui disent de ne plus que pour l'intérêt. Mais eux, ils connaissaient plus les intérêts de Centrafrique que d'autres Centrafricains. C'est pour ça qu'il était nécessaire que tous soient ensemble dans le... Si ce dialogue devait durer 10 ans, il faudrait prendre la patience nécessaire, y aller patiemment, méthodiquement, et parvenir un jour à convaincre tout le monde que oui, il fallait pour faire présider la paix, il fallait prendre des mesures, et que parmi ces mesures-là, il fallait que certaines personnes, certaines personnalités renoncent à continuer le combat politique pour laisser la place à d'autres. Mais ça, c'est dans un dialogue qu'on fait ça. Ce n'est pas en décrétant ou en imposant aux autres des choix de ces gens-là qu'on peut parvenir à la paix. Ce n'est pas possible. Mais Djaméda, l'inquiétude, elle est là, et la goutte d'eau qui pourra faire, évidemment, déborder le vase pourrait avoir pour nom Bozizé. Vu sous cet angle, est-ce que Bozizé, au nom de l'amour qu'il porte pour son pays, amour qu'il a de tout enclamer, est-ce que
on ne peut pas lui demander tout au moins de se retirer. Oui, puisque, bon, la décision de la Cour constitutionnelle, déjà, ça peut déjà faire reculer Bozizé. Mais Bozizé n'entend pas de ses oreilles. Bozizé a dit, je vais servir mon pays. Bon, ce n'est pas en ayant nécessairement... C'est pas d'être... On n'a pas besoin d'être président nécessairement avant de servir son pays. Mais malheureusement, lui aussi, il est dans ses calculs. Et les autres sont dans les calculs. Donc, ce qu'il faut faire, il faut que certainement que la Cour revoie sa décision et que tout le monde aille aux élections avant le 27. Sinon, j'en suis sûr, je ne le prédis pas. Tout le monde veut la paix. Mais là, ça va passer très mal. Mais vous avez oublié l'épisode de Kolimba, qui, après la transition, s'était présenté aux élections, il était président de la République, il n'était même pas... Mais rappelez chaque fois ces épisodes, ça fait avancer la Centrafrique. Attendez, mais ça a ramené la paix pendant au moins un moment. Il a été battu aux élections par Patassé, il n'était même pas au second tour. Donc il faut commencer, puisque finalement, si on veut les intérêts du peuple, il faut laisser la parole au peuple. Si on pense quand même que les centrafricains sont mûrs et qu'ils peuvent facilement faire le distinguo entre... et puis qui sont très bien imprégnés de leurs aspirations propres, pourquoi faire le choix à leur place? On présente tout le monde. On va aux élections, ce n'est pas un choix. Mais là, c'est pas par élection que vous avez été éliminé. Arimi, on comprend que vous ayez la dent dure un peu contre l'équipe en place. Non, pas du tout. Concevez qu'à aucune élection, là, vous confirmez, à aucune élection, là, vous confirmez que l'équipe en place a une main derrière cette élection. La Cour ne donne carte blanche à tout le monde. Non, mais... C'est vrai, on est en période de crise. Et pour l'instant, c'est ce dont disposent les Centrafricains. Justement, en période de crise, je suis d'accord qu'on aille... Ils sont dans un processus de négociation. Ils ont eu des accords. Et maintenant, si on ne peut pas, en appliquant les accords, se mettre encore en belligérance. Ce n'est pas possible. On ne peut pas comprendre que le pouvoir qui devait être neutre soit en belligérance vis-à-vis d'un camp. Ce n'est pas possible. Si c'est comme ça, ça veut dire que les négociations ont échoué. Il faut faire le constat. Le 27 décembre prochain, vous le voyez comment? Au rouge, au vert? Non, comment l'appelle-t-on? Le 27 décembre peut passer au forceps, mais il risque d'y avoir un après 27 décembre. C'est ça le problème. Le 27 décembre, vous l'entrevoyez comment? Ah, ça va chauffer, hein. Parce que Bozizé ne veut pas se laisser comme ça. Hein. C'est sûr, le gars, ils ont déjà leur plan. Alors, s'il est vrai que c'est le pouvoir appartient au peuple, qu'on laisse tout le monde aller aux élections et le peuple va décider. Vous maintenez votre position. Quelqu'un est en train de décider à la place du peuple. Quelqu'un est en train de décider, malheureusement, à la place du peuple. C'est ça que moi je dénonce. Il faut laisser tout le monde aller aux élections et le peuple va trancher. Là maintenant, c'est la France qui a déjà tranché. La France a déjà tranché. La France a son candidat. Hein. Vous allez voir. Dans quelques jours, vous allez voir. La France a déjà son candidat. Et la France, ça va s'imposer à tout le monde. C'est ça. Fais ce que je fais. Fais ce que je dis. Mais et pas. Malheureusement, c'est... Le verre est toujours dans le fruit en Centrafrique. Mesdames, merci bien à vous. Mesdames, messieurs, le temps nous presse tout de suite. Le second thème du jour, après un nouveau point de l'actualité. Donc, c'est à travers le flash de l'information. En Tanzanie, le président John Magufuli, comme il en avait fait la promesse lors de sa campagne électorale, a rendu publique la liste de son gouvernement. Une équipe très serrée de 19 membres, en opposition à celle du régime défunt, fort de 50 ministres. Au Rwanda, on attend de pied ferme le transfèrement de l'ancien génocidaire Ladislas Ntagazwa. L'un des 9 accusés encore recherchés par le TPIR, le tribunal pénal international pour le Rwanda, n'est plus libre de ses mouvements. Il a été arrêté en République démocratique du Congo. Au Burkina Faso, une nouvelle unité succède à l'SRSP, le régiment de sécurité présidentielle. Sa dénomination, le groupement de sécurité et de protection républicain. Il est opérationnel et assure désormais la sécurité du président burkinabé et de certaines hautes personnalités. Douce froide en début de semaine pour les militants et sympathisants du Modem Faloumana. Le leader, Mahamadou, n'a pu recouvrer sa liberté. En délibéré, la Cour de cassation nigérienne a rejeté la demande de sa mise en liberté provisoire. Prévisible une telle décision, quelles en sont les implications? Le débat après ce générique. Sur ce plateau, en ma compagnie, Omé Dalmeda, journaliste parlementaire, Arimi Choubale, directeur de publication du quotidien d'information Le Nokwe,
journaliste éditorialiste Arimi Choubare. La décision de la Cour de cassation, telle dénoncée par certaines voix, sonne-t-elle effectivement comme une aberration à vos yeux? Bon, c'est... Je ne comprends pas ce pays, le Niger. Hein. Avec, non. Vous avez des façons d'apprécier le Niger, oui, vous ne comprenez pas? Avec Hama Amadou, ça dit que chaque président de la République au Niger doit régler le problème Amadou. Hein, depuis Barima Nassara. Hama Amadou est devenu l'énigme du Niger. Oui, oui, oui. Tandja l'a emprisonné après avoir fait tout le parcours avec lui. Et le successeur de Tandja vient et puis bon, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que c'est le destin d'un homme politique qui doit passer par là. Et on revient, hein, c'est les pays francophones avec leurs oppositions. Hein, Hama Amadou est devenu aujourd'hui un opposant historique, alors qu'à chaque fois, il a pactisé avec le régime avant de se mettre en déliquescence. Et chaque fois, il finit toujours comme ça. Non, et chaque fois, c'est le régime qui finit par partir. Alors, je ne sais pas si cette fois-ci, ça va être le cas. Barré a été, comme dirait l'autre, Barré, vous avez suivi, il y avait des coups de feu dans le dos. Puis après, il y a eu la normalisation, un autre pouvoir s'est installé, il est resté Premier ministre de Tandja pendant longtemps. Puis après, il a fini en prison pour des accusations, des affaires où on a manipulé là aussi la justice. Bon, je ne sais pas si on est dans le même cas de figure. Hein, parce que c'est toujours l'opposant. Oui, c'est toujours l'opposant qui a maillé à partir avec la justice, qui finit en prison, qui malgré... Et on remarque en lui que c'est toujours dans cette adversité que le personnage s'est montré très redoutable. Donc je ne sais pas quelle est la problématique liée à Hama Amadou. Mais Dameda, vous savez, déjà une trentaine de personnes à avoir bénéficié de non-lieu dans cette affaire. Qu'est-ce qui a pu bien expliquer la fin de non-recevoir opposée à la requête de Hama Amadou, à votre avis? Le juge, c'est le seul habilité à se prononcer, s'est prononcé, mais la décision arrange quelqu'un. Ça arrange l'actuel chef de l'État de Niger, qui est déjà candidat. C'est ça, lui, ça l'arrange. Maintenant, est-ce que le juge, là, est vraiment indépendant? Est-ce que vraiment il est sincère? Parce que les gens se demandent pourquoi encore ce monsieur doit rester encore en prison. Alors, je ne sais pas si le gouvernement a négocié quelque chose avec le juge, mais non, la décision... Non, on est dans un régime démocratique où il y a séparation de pouvoir. Mais le paradoxe, c'est que chaque fois... Bon, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. Je ne comprends pas. Et vous continuez de chercher, de fouiller. Vous comprendrez. Mais avant de poursuivre ce débat, je vous invite, avec la complicité de la régie, à suivre cet élément témoin juste après le verdict de la Cour de cassation. Des militants du Modem Lumana, parti de Hama Amadou, rassemblés devant la Cour de cassation ce mercredi 9 décembre 2015. Ils attendent le verdict de cette dernière sur la demande de mise à liberté provisoire de leur président. À la sortie de la salle d'audience, les avocats de Hama Amadou sont déçus. La Cour a jugé irrécevable leur demande. Nous sommes partis du fait que lorsque Hama Amadou a été arrêté à l'aéroport international de Niamey, le mandat d'arrêt avait été donc exécuté par la gendarmerie, déposé entre les mains du procureur de la République de Niamey, qui l'a transmis à la Cour de cassation. Et nous attendons maintenant de voir l'arrêt en main pour savoir quel est le juge du fond que la Cour de cassation va nous désigner. Est-ce le tribunal de Niamey, devant lequel l'affaire a été renvoyée au fond, qui doit connaître la mise à liberté, ou bien est-ce que la Cour d'appel de Niamey qui avait connu un dernier de l'affaire? Les sympathisants de Hama Amadou sont également déçus. Ils dénoncent une instrumentalisation de la justice. C'est vraiment très grave pour le Niger, dans la mesure où, pour la première fois dans l'histoire du Niger, les autorités en place ont instrumentalisé la justice. La justice qui est le dernier rempart de ce pays. La justice qui a toujours su être indépendante. Qu'on dise aujourd'hui que c'est cette justice qui est instrumentalisée, le Niger est dans une situation très grave. Hama Amadou va encore garder prison. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Filengue, située à 180 km de Niamey depuis le 14 novembre 2015, date de son retour d'exil. Hama Amadou est candidat à la présidentielle de février 2016 et il est accusé de complicité de supposition d'enfant.
Arrivé Choubalé, vous avez suivi votre première réaction? Oui, cela confirme. Vous savez, on a emprunté un imbroglio politico-juridique où même les avocats ne savent pas très bien, puisque au fait, ici, c'est le cas de la mise en accusation, on n'est même pas encore dans le fond du dossier, d'autant plus qu'on a laissé tout le monde en liberté dans ce dossier. On ne sait pas pourquoi lui devait rester en prison. Il faut qu'il fasse au moins le nombre de jours que les autres ont fait, non? Enfin, c'est ça. Est-ce que si c'était assez limpide pour tout le monde, pour tous les acteurs de ce procès, il n'y a pas de problème. Et cela survient à quelques mois de la présidentielle. Il devait être candidat. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est là encore un grand classique du Niger, où à chaque fois qu'un président veut rempiler, il faudrait que Hama Amadou soit en prison. Franchement, je ne sais pas si tous doivent procéder de la même manière par rapport à cet opposant historique. Je ne sais même pas s'il faut l'appeler opposant, parce que à chaque fois, il a partisé, il a contribué à l'avènement au pouvoir des présidents qui après le mettent en prison ou lui créent. Et puis quand vous prenez même le dossier, on dit qu'il y a eu trafic d'enfants ou de tous ces gens-là. Et celui qui a parlé d'instrumentalisation de la justice a peut-être raison. Parce que précédemment, on avait parlé de malversation de fonds que l'OMS aurait mis à la disposition du Niger ou de tous ces gens-là pour l'enfermer. Puis après, quand le régime est parti, il n'en a plus question, il a été blanchi. Et cette fois-ci, bon, on peut dire que c'est une affaire beaucoup plus complexe. Hein, une sombre histoire de trafic d'enfants ou de trafic d'identité ou des choses de ce genre-là. Oui, apparemment, les avocats veulent aller au fond pour défendre le dossier. Mais en attendant, ils demandent qu'on relâche leurs clients, ce qui est tout à fait normal. Et apparemment, ils n'ont pas la réponse à leur requête. Hein, parce qu'on les a renvoyés devant le coup, mais on ne sait pas très bien si déjà le dossier de la mise en liberté va être tranché avant les élections. Mesdames, vous avez suivi, c'est quoi votre réaction après avoir suivi cet élément témoin? J'ai la même réaction que ceux qui ont parlé tout à l'heure. La justice, là, n'est pas du tout indépendante. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous n'êtes pas juge, non? Non, j'ai suivi l'avocat de la défense. L'avocat qui vient de dire que malgré les démarches, on a demandé seulement mise en liberté provisoire. Attention, le dossier c'est du sérieux. Pourquoi vous dites seulement le trafic d'enfants, on ne badine pas avec? Mais je ne dis pas non. Ah. Mais ce n'est pas quelqu'un qui peut fuir comme ça facilement dans le pays. C'est quelqu'un qui est bien connu. Non, les tests de loi ne savent pas si vous êtes susceptible de vous volatiliser dans la nature ou pas. Le test est égal pour tout le monde. Il y en a qui ont séjourné en prison. Et pourquoi pas Mamadou? C'est pas la même chose. Hein. Ah, pourquoi? Il y a la copie et la photocopie. C'est pas la même chose. Non, lui, c'est la copie. Donc, vous êtes de ceux qui pensent que selon que vous soyez blanc ou noir, il faut voir comment appliquer les tests. Non, c'est pas ça. Mais le juge, qu'est-ce que ça va le coûter de le laisser en liberté? Il ne s'agit pas du juge. Il s'agit de ces milliers d'enfants qu'on enlève du jour au lendemain. En tout cas, on veut connaître ce qui s'est passé. Sa présomption d'innocence n'est pas encore prouvée. Hein. Tout à fait. Mais les tests disent, dans le cas d'espèce comme les autres, mais passez un petit bout de temps là. Il n'a pas encore fait une semaine. Puisqu'il y a une présomption d'innocence, on peut déjà le laisser en liberté provisoire d'abord. Mais cette décision arrange l'actuel président de la République. N'est-ce pas juste une coïncidence? Non, une coïncidence trop facile. Trop facile. Après les élections, il sera mis en liberté. Vous allez voir, ça va durer. Après les élections, dès que lui va rempiler, il sera encore président. Il sera donc le juge, la défense qui dit vouloir connaître du fond du dossier, attendra longtemps, tout au moins après les élections. Après les élections, vous allez voir. Je ne peux dire rien, mais après l'avenir politique de Hama Amadou, en tout cas en ce qui concerne la présidentielle, hypothéquée. Non, ce n'est pas encore hypothéqué. Voilà, il y a de l'espoir. Non, pas l'espoir, c'est un animal politique. Vous savez, il n'était pas obligé de rentrer au pays, pourtant il est rentré. Donc de la prison, il sera toujours candidat? Oui, il connaît ça. Hama Amadou connaît ça. Donc il sera élu président tout en restant dans sa cellule? Il a connu pire tempête que ça. Hein. Je crois que s'il est rentré, c'est pour faire le combat politique. Il est rentré pour le combat politique, c'est tellement qu'il s'est préparé à ça. Il s'imaginait quand même pas qu'en rentrant, on allait le laisser tranquille. Il a été cueilli à l'aéroport, comme ils avaient prévu. Même quand vous prenez sa défense, oui, ils ne sont pas si surpris que ça. C'est vrai qu'ils auraient préféré que les choses soient
un peu plus, comment l'appelle-t-on, transparente, mais ils sont prêts pour le combat, on les voit visiblement. Vous avez vu la mobilisation de ses partisans, ça ne faiblit pas. Pourtant, il était parti à l'étranger depuis un moment, on disait de lui qu'il n'allait plus jamais revenir. Il est quand même revenu et vous avez vu cette mobilisation autour de lui. Oui, Hama Amadou est dans son élément. Il est dans son élément, il est dans l'adversité, et comme on l'a toujours vu. Et je ne crois pas que, oui, ceux qui pensent qu'ils sont en train de tirer bénéfice de cette situation vont s'en tirer assez bon compte. C'est pas évident. Et quand on connaît le parcours et la trajectoire de l'homme, non, on n'a pas encore dit, il n'a pas encore dit son dernier mot. Et quels sont les schémas possibles? Oui, il se pourrait que, bon, on le maintienne en prison, histoire de l'empêcher de mener campagne, etc. Mais bon, je crois que aujourd'hui, si on avait une vue assez claire de la procédure, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, on a senti que la procédure est en train de bégayer, où apparemment le juge a rendu une décision sans prévoir lui-même la suite. Hein. Je crois qu'ils étaient à la cassation. Ensuite, ils retournent au premier juge. Et là, le débat recommence. Et je crois que c'est quand le débat va recommencer qu'on verra un peu plus clair. On le mettait en prison, le président passe et demeurera opposant. Ce n'est pas évident qu'il se rallie. Alors, donc pour la présidentielle de février prochain, les jeux sont faits pour lui? Ah non, nous sommes dans un pays, voilà, comme vous le connaissez, des pays où rien n'est jamais sûr à l'avance, tout peut être remis en cause à tout moment. Si le tireur de ficelle décide de rebattre les cartes, peut-être qu'on trouvera un accord à minima ou un arrangement ou de tous ces gens-là. Nous sommes, oui, cette partie de l'Afrique dont on parlait depuis le début de l'émission. N'oubliez pas, nous sommes un pays francophone. Vous savez comment ça se passe, ces petits bisbilles, les opposants redevenus. En tout cas, vous voyez Hama Amadou avoir des ennemis encore en France? Hier, on a dit, vous disiez, bon, on n'en veut pas. Oui, c'est vrai, on a entendu le ministre de la Défense français, Le Drian, qui a tenu quelques propos, peut-être ça. Mais Hama Amadou, vous oubliez il a séjourné là-bas. Vous oubliez les intérêts de la France il était président de l'Assemblée, il n'a jamais menacé les intérêts français, non? Bozizé a été chef d'État. Non, Bozizé, c'est un autre cas, on prend le cas Hama Amadou. Hama Amadou, je dis... Non, vous savez, pour les Français, ils n'ont pas d'amis. Vous êtes là, vous êtes sous leur coupe de toute façon. Ici, vous sert plus que Hama Amadou. J'ai souvent l'habitude de dire avec beaucoup de mal au cœur que nous sommes des propriétés privées de la France. Hein? Les pays francophones d'Afrique sont des propriétés privées. La France en fait ce qu'elle veut. Il n'y a pas à sauver un contre un autre. Quel que soit celui qui est là, ils ont toujours les cartes en main. Et pour longtemps encore? Oui, aussi, tant et si longtemps que les autres Africains ne vont pas s'associer, au moins dans ces pays-là, aux quelques nationalistes pour bouter cette hégémonie là dehors. C'est pas possible. Oh, mesdames, le temps joue contre Hama Amadou et son parti. Alors, le MODEM, Faloumana, vous lui conseillez de trouver simplement un autre candidat ou de continuer à croire que la poule aux œufs d'or va finalement pondre et faire le miracle? Non, ils ont leur plan. Hein. Ils ne veulent pas changer de candidat. Hein. Le monsieur demeure leur candidat. Même à présent, vous voyez, il est toujours populaire. Et depuis ça, il sera candidat. Vous allez voir. Mais la France va tout faire pour échouer ça, pour faire échouer ce jeu. C'est un jeu que le gars va mener. Puisqu'il est conscient que dès qu'il sera sur le territoire, il sera arrêté. Il est conscient. Hein. Il est conscient. Pourtant, il est rentré. Mais à cause de l'uranium, vous connaissez l'uranium avec la France. C'est l'Afrique qui donne à manger à la France. Alors, terre à terre. Alors, à cause de son pain, il va raser tout, malheureusement. Mais il est temps que la France nous colle la paix, quoi. Il est temps. On dit, sommet Afrique-France, c'est terminé. Mais maintenant, c'est maintenant que c'est revenu. Chers invités, merci bien à vous d'avoir été de la partie. Mesdames, messieurs, les larmes qui coulent sont amères, mais plus amères encore sont celles qui ne coulent pas. À chaque jour subit sa peine. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt sur Sika, la chaîne qui vous informe en continu sur l'information africaine, la vraie. Prenez du plaisir en notre compagnie.